est-ce que si je vous dis par exemple que les lois de composition du mécanisme oculaire précèdent par définition le moment ou l'heure de leur découverte, et qu'en les découvrant, l'homme a accompli quelque chose qui le précède. Est-ce que reprendre ce que vous dites ou traduire ce que vous dites dans ces termes-là est conforme à l'idée que vous exprimez ici, Maxence Caron? Au fond, il y a la vérité, ou la vérité est, je ne sais pas comment il faut le dire, et puis l'homme, d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, mais met des mots dessus. Il y a chez Heidegger un mot qui est fondamental et qui est le Dasein, sur lequel on ne glosera peut-être jamais assez. Le Dasein qui n'est pas l'homme, mais qui est ce en quoi l'homme se trouve. Et dans Dasein, il ne s'agit pas de chercher des traductions à tout rompre. Il s'agit de voir ce qui est écrit. Dasein, là, il y a de l'être. Autrement dit, dans l'homme, l'être, qui est un élément de mystère, s'ouvre précisément pour que l'homme puisse répondre à quelque chose de mystérieux qui éclot d'une façon véritablement troublante, qui vient créer de l'inquiétude, qui vient créer véritablement de l'étrangeté, qui vient créer une inquiétante étrangeté, une sorte de quelque chose qui paraît d'abord monstrueux et puis qui progressivement va conduire Heidegger à la sérénité, à la Gelassenheit. Bon, cet être qui éclot est pour Heidegger le chant même, le chant. Vous l'écrivez comment? C-H-A-M, avec un M, P. Donc, il se trouve, non, ce n'est pas un corps du Hölderlin. Donc, c'est un chant au sein duquel surgissent après ce qui va devenir visible. Donc il n'y a pas à poser la question de savoir s'il y a d'abord la vision, à savoir s'il y a d'abord l'objet, à savoir si de la poule ou de l'œuf, etc. Bon, non, il ne s'agit pas de poser cette question. Il s'agit de voir que dans un même acte éclos, d'un côté l'homme, éclos d'un autre côté ce qu'il regarde, et cet acte, Heidegger montrera en progressant à travers son itinéraire qu'il s'agit d'une même parole. Et cette parole prononcera à la fois l'objet, et celui qui prononce l'objet, à savoir l'homme, et qui, par sa parole, circonscrit l'apparition de l'objet. En fait, c'est une épiphanie constante, la philosophie de Heidegger. Alors c'est là, on est là à l'essentiel de la chose, c'est-à-dire une forme d'ontothéologie au sens où vous parlez d'épiphanie. Si on va voir dans quelle mesure ça tient. Philippe Cabestan sur ce point. Moi, je voudrais partir peut-être d'un élément secondaire, mais qui ne l'est pas en réalité. C'est le fait que quand on lit Sein und Zeit, être étant, on est confronté à aucune démonstration. Lorsqu'on lit Descartes... Point commun entre Heidegger et Nietzsche, ça, pour le coup. Il n'y a pas de démonstration. Lorsqu'on lit Descartes, les méditations, il y a la démonstration de l'existence de Dieu, et puis il y en a même plusieurs. Mais là, il n'est pas question de démonstration. Alors de quoi est-il question? Il est question de monstration. Pourquoi justement démonstration? Ou encore, parce que ce serait peut-être un terme plus beau, il est question surtout de description. On décrit. Et là, je crois qu'on est au cœur de la question de la vérité. Parce que, qu'est-ce que la vérité, sinon le dévoilement de ce qui est? Et je crois que pour comprendre cette idée de heideggerienne de vérité, il faut vraiment se centrer sur cette notion de dévoilement. La vérité, c'est le dévoilement. Et décrire, c'est précisément une manière de dévoiler. Qu'est-ce qui distingue, j'ai jamais compris, qu'est-ce qui distingue le dévoilement de la vérité, je reprends cette expression, j'imagine Maxence Caron que vous adhérez à cette expression, qu'est-ce qui distingue le dévoilement de la vérité d'une option métaphysique, j'ai presque envie de dire standard ou banale, qui consiste précisément à dévoiler la vérité, à la mettre au jour, la faire entre guillemets apparaître sous le chaos de ce qui nous la dissimule. Philippe Cabestan, encore un mot là-dessus. Moi je dirais simplement que avec ce terme de dévoilement, Heidegger renoue avec ce qu'il pense être, alors après on peut discuter, mais ce qu'il pense être le sens originel de la vérité, c'est le terme grec d'aletheia. Et dévoilement traduit maladroitement, parce que peut-être il faudrait dire non-scellement, il y a des considérations. Décellement sur le A de aletheia, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il tente de revenir à une entente, une compréhension originaire de la vérité par rapport
à laquelle, précisément, l'idée de la vérité comme adequatio intellectus et rei, donc de l'intellect et de la chose, hein, est une conception qui est non pas fausse, c'est ça qui est intéressant, mais dérivée. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que, et là on entre dans cette entreprise de déconstruction de la vérité, c'est-à-dire que le propos de Heidegger, c'est de revenir à un sens originel ou originaire de la vérité, comme aletheia, qu'il rencontre avant Aristote, chez les Grecs avant Aristote, et qui est en quelque sorte, si on suit ce que nous dit Heidegger dans Être et temps, qui est en quelque sorte perdu par Aristote et par sa définition de la vérité comme représentation, donc un rapport entre l'énoncé et l'objet. Donc il en irait du rapport entre ce sens originaire de la vérité et la définition classique de la vérité, de la même manière que chez Pascal, le lien qu'il y aurait entre l'émergence, la nécessité du divertissement dicté par la conscience tue du désarroi, ou chez Bergson, la façon dont la vie même produit des machines. Est-ce qu'on peut dire ça, Maxence Caron ? Non. Oui. Non, je ne crois pas du tout. Dans Ce le sens que je où dis la est vérité... faux, non, en vertu d'une définition traditionnelle de la vérité. Il se trouve que la définition traditionnelle de la vérité, c'est celle que nous venons de dire. Simplement, la vérité chez Heidegger n'est pas seulement dévoilement. Et ça, il le dit très souvent, certes, il dit très souvent le mot dévoilement, mais il parle aussi de retrait. Et la vérité est retrait. Dans Aletheia, évidemment, Heidegger va beaucoup parler de l'Aletheia, mais il va aussi montrer en quoi l'Aletheia est toujours tributaire de cette parole grecque fondamentale présocratique, à savoir la physis, qui est aussi l'éclosion. Donc l'éclosion, l'Aletheia, voilà. Oui, on a traduit après par nature, mais dans nature il y a naskor, il y a naissance. Et donc il y a un dérivé de l'Aletheia, de la physis comme Fuein, dira Heidegger, c'est-à-dire comme éclosion. Il se trouve que le dévoilement des choses, oui, certes, l'être va dévoiler de l'étang, mais pour ce faire, l'être va devoir rentrer en retrait. C'est-à-dire que quand nous regardons l'étang, nous ne regardons pas l'être. Et Heidegger voudrait que l'homme parvint à regarder le pli de l'être et de l'étang qui se trouve dans l'étang. Il voudrait que, tout simplement, la philosophie... tout simplement, oui, parvint une fois de plus à comprendre que dans un étang, eh bien, il y a une part d'ombre, une part de retrait, une part de Verborgenheit, de scellement, qui fait partie et qui, je dirais, qui coalesce avec le processus de dévoilement. Il ne s'agit pas d'un dévoilement seulement d'une efflorescence, mais il s'agit d'un dévoilement qui en même temps, simultanément, c'est ça qui est difficile à penser, qui en même temps est retrait. Et j'ai presque envie de dire, pour illustrer ça de manière un peu concrète, parce que, enfin, il y a presque une érotique de l'être chez Heidegger, au sens où une robe dévoile ce qu'elle dissimule. Et justement, et c'est là que ça me fait penser à Nietzsche. Il y a une phrase de Nietzsche qui est fondamentale au début de Par-delà bien et mal, quand Nietzsche dit à supposer que la vérité soit une femme. Là, c'est le tout début, ça. Voilà, hein, c'est le tout début, c'est le premier paragraphe. Que la vérité soit une femme, il faut que les philosophes aient été bien un imbécile, en gros, ou bien de bien mauvais courtisans, pour ne pas réussir à en quelque sorte à atteindre sa couche, ou atteindre du moins à ce qu'elle se mette nue devant eux. Et l'acte de Nietzsche sera véritablement d'essayer de dévêtir cette vérité, du moins de mettre à nu Apollon pour que Dionysos puisse se trémousser derrière, alors que chez Heidegger ce sera le contraire. Il faut que la vérité reste avec sa part d'ombre, il faut que la vérité reste dans son voilement, et au fait le rôle du philosophe n'est là, il ne doit rien dévoiler du tout, il doit dévoiler ce qui se voile, et non pas dévoiler l'étang. Quand il dévoile l'étang, il doit montrer que dans l'étang, il y a une charge de gratuité, une charge de donation, et dans un don, effectivement, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, eh bien, vous-même, vous vous retirez, afin que ce don puisse être un présent. Eh bien, dans le présent, au sens temporel du terme, au sens qui intéressera Heidegger dans Ein und Zeit, dans Être et temps, pardon, eh bien, dans le présent, dans ce don qu'est le présent, eh bien, l'être se retire pour que l'étant, la chose, puisse être présente seule dans sa finitude,
sa présenteté. Et à ce moment-là, évidemment, l'être lui-même doit attirer l'œil pour montrer qu'il n'a rien à montrer. Et nous sommes donc dans une forme de philosophie nocturne qui à la fois inspire la terreur et la confiance, et qui est aussi en permanence de l'angoisse de l'être pour la mort, et de l'angoisse au laisser-être, comme dit Heidegger, au Sein lassen, vis-à-vis de ces éclosions que sont toutes les choses qui nous entourent. Donc il y a une sorte d'innocence et en même temps de peur devant l'innocence. Il y a trois possibilités, peut-être trois versions de ce que vous dites, je ne sais pas, on va revenir sur tout ça. Ça fait penser un peu à l'énologie plotinienne, le discours plotinien sur l'un qui dit Plotin est au-delà de l'être et qui pourtant se manifeste dans l'être, pour peu qu'on sache un peu regarder. Ça me fait penser plus trivialement à un cadeau qui consisterait uniquement dans son papier, en fait, qu'on ne cesserait d'ouvrir, c'est-à-dire des papiers qui recouvriraient des papiers, et ainsi de suite, jusqu'au moment où, à force où le pain des pauvres chez Baudelaire, à force de l'émietter, finalement, il n'en reste plus rien. Je ne sais pas ce que vaut cette image. Et plus poétiquement, peut-être, étant entendu que peut-être à la poésie, dans une telle ontologie, revient le fin mot de l'histoire, ça me fait penser à Hölderlin. Écoutez. Là-bas, dans le matin, depuis les Alpes ombreuses, le bateau, bien dirigé, s'approche et repose maintenant dans le port. La rive est chaude ici, et des vallées, amicalement ouvertes, illuminaient de beaux sentiers, verdissent et luisent, pour moi. Ce ne sont que jardins, et le bourgeon brillant point déjà, et le chant de l'oiseau invite le voyageur. Tout paraît familier. Les saluts qui s'échangent au passage paraissent venir d'amis. Tous les visages semblent parents. Et vraiment, oui, c'est bien le pays natal, le sol de la patrie. Ce que tu cherches, cela est proche et vient déjà à ta rencontre. Et ce n'est pas en vain que se tient comme un fils à la porte, ceinturé de ressac, et regarde et cherche des noms aimants pour toi, dans son champ, un homme voyageant, bienheureuse Lindau. C'est une des portes hospitalières du pays, celle-ci, qui invite à partir vers un lointain de riches promesses, là où sont les merveilles, là où la bête divine de haut descend dans les plaines, le Rhin, trouant sa piste audacieuse, et hors des rocs, traçant le val jubilant, là-bas, à travers les monts clairs en direction de Côme, ou bien en bas, selon la courbe du jour, à traverser le lac ouvert. Mais plus forte encore est, pour moi, l'invite de ton charme, ô porte consacrée. À retourner où sont connus de moi des chemins en fleurs, à revoir le pays et les belles vallées du Neckar et les forêts, le vert des arbres sacrés où volontiers le chêne s'allie à la paix des bouleaux et des hêtres. Et dans les monts, un lieu ami me tient captif. Philippe Cabestan et Maxence Caron sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur Être et Temps.